Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique de la 7e illusion. Aujourd'hui, Joe et moi-même, nous allons nous concentrer sur le dernier bébé de Pablo Larraín. On dit Pablo Larraín, moi je disais Pablo Larraín, mais c'était très Frenchy. Mais donc ce film qui est El Condé, qui arrive donc sur Netflix, qui est le nouveau film de Pablo Larraín après l'excellent, enfin en tout cas, moi personnellement j'ai trouvé qu'il était excellent, Spencer, qui était avec Kirsten Stewart en vedette et qui se concentrait sur une partie de la vie de Diana. Et donc, voilà, il revient sur Netflix avec un film sur les vampires en noir et blanc. Qu'est-ce que ça nous raconte, Joe? Alors, c'est El Conde, ou Le Comte en français, est une uchronie de Pablo Larraín, se concentrant sur Augusto Pinochet, le dictateur chilien, qui cite un vampire qui souhaite mourir mais qui n'y arrive pas. Voilà. C'est très bien résumé. Tu t'en sors beaucoup mieux que moi pour les résumer. Et donc, quel est notre rapport, avant de rentrer directement dans le sujet du jour, quel est notre rapport avec le cinéma de Pablo Larraín? Donc je vais commencer par toi, Joe. Qu'est-ce que tu penses de son cinéma? Et ben, le cinéma de Pablo Larraín, vraiment, ça passe ou ça casse, vraiment. Je l'ai découvert avec Emma, qui était sorti en salle peu après la réouverture des salles en 2020. Ouais, effectivement. Qui était un film plutôt sympathique, bien qu'assez limité, qui ne réussissait pas à écrire des personnages, mais qui offrait beaucoup de jolis moments de mise en scène des corps, beaucoup sur les scènes musicales ou charnelles où il réussissait beaucoup. Il y avait une grande maestria là-dedans, c'est vrai. Oui, c'était un film assez virtuose, Emma. Mais vraiment qui se plantait complètement au niveau scénar et niveau personnage. Et il réarrive avec Spence, il recommence avec Spencer, qui était beaucoup moins bon. Non, mais Spencer, qui était, si vous me connaissez, vous savez qu'il était assez proche de mon flop 2022. Assez proche, donc pas dans ton flop 2022. Il n'était pas dans le flop 10. Mais il était dans les mentions déshonorables, quoi. Il était dans les mentions déshonorables. Ou 2021, j'ai oublié vraiment la date de sortie de Spencer. C'était 2022. Ok. Donc, il n'était pas dans mes mentions déshonorables. Mais c'est un film que je considérais profondément raté, malgré Kirsten Stewart, qui nous resservait une prestation de « je fais la gueule et je ne veux pas jouer ». Je suis tellement pas d'accord, mais je vais en parler après. Mais qui avait 2-3 idées visuelles plutôt intéressantes. Et El Condé, que je trouve... Ah, on va y venir. Et El Condé, on va y venir, parce On que va y venir. si vous savez le principe des critiques débat, ben, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le film. Et donc, moi, pour ce qui est du cinéma de Pablo Larraín, j'aimerais beaucoup pointer du doigt, excusez-moi, Spencer, qui pour moi était l'un des meilleurs films de 2022. Moi, il n'était pas proche du top, il était dans le top, mon cher Joe. Et c'est un film déjà que je trouve fascinant dans ses visuels, dans sa narration visuelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de Kubrick dans le film, mais ça, c'est pas une nouveauté, c'était assez in your face, mais les inspirations étaient bien traitées, intéressantes. Puis au-delà de ça, je trouvais ça super intéressant de prendre une partie de la vie de Diana et de créer avec cette partie une sorte de véritable film d'horreur, film d'angoisse. Je trouvais le film plastiquement extrêmement beau. Je trouvais que Kirsten Stewart délivrait ici sa meilleure prestation. Tu grinces des dents actuellement? Moi, je vais bien dedans, parce que pour moi, sa meilleure performance, ça restera Crime of the Future de David Cronenberg, et c'est un film que t'aimes pas. Ah, je suis pas fan de Crimes of the Future. Ah, je suis désolé. Mais vraiment, moi, j'étais donc très, 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 très séduit par Spencer. Emma est pas mal du tout également, même si effectivement il y a plus de défauts en termes d'écriture. Enfin, pour toi, du coup, il y a plus de défauts en termes d'écriture dans Spencer, mais il y avait déjà des défauts d'écriture dans Emma. Mais moi, c'est un film surtout que j'aime beaucoup parce que c'est une certaine maestria visuelle. Et donc, on va pas parler de tous les films de Pablo Larraín parce que on les a tout simplement pas tous vus. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas tous vus. Moi, j'ai juste ces 3 derniers, vraiment. Et maintenant, on va passer à El Conde, donc film Netflix. Alors, tout d'abord, peut-être que tu peux apporter un éclairage là-dessus, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était un film prévu pour Netflix de base ou c'est un film qui a été racheté par Netflix? Alors, je n'en ai aucune idée, vraiment, pour le coup. Eh bien voilà, vous en apprenez beaucoup avec la 7e illusion. C'est juste que on est en train de parler des problèmes d'écriture de Pablo Larraín et que El Condé a gagné meilleur scénario à la Mostra de Venise. Mais c'est ça, El Conde a été présenté donc à la Mostra de Venise, aux côtés de plein d'autres films, notamment de films
Voilà. Et qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, écoutez, je vais laisser Joe commencer. Voilà. Et puis ensuite, j'enchaînerai directement. El Condé, c'est potentiellement un film que je ne sais pas placer dans le filmographie de Pablo Larraín parce que il y a des choses qui sont assez intéressantes, je pense, à ces 20 premières minutes qui sont assez prenantes et qui nous font découvrir tout l'univers assez fou autour du personnage d'Augusto Pinochet. C'est macabre aussi. Ou plutôt de Claude Pinochet. Il nous offre un opéra assez macabre sur son premier acte et il ne sait pas où aller. Ok. Parce que quitter cette introduction et arriver au Chili, ben, le film ne raconte plus rien. Je suis pas forcément d'accord. Mais... dans les 20 dernières minutes. Mais donc pour toi, il y a vraiment donc 20 premières minutes qui sont cool, 20 dernières minutes qui sont cool, et au milieu, il n'y a rien, quoi. Et au milieu, il y a un théâtre de rien. Ah si, il y a une meuf qui danse au calme, mais bon. Moi, cette scène de la elle est incroyable. Qui danse, franchement, je la trouve très très chouette. Et donc, je te laisse continuer, à moins que tu aies fini de résumer. Dans son domaine politique, parce que El Condé est un film très politique quand même. Oui. Je sens Pablo Larraín qui veut construire sa comédie noire, sa comédie macabre, mais qui se prend trop au sérieux. Okay. El Condé se veut très prétentieux, très intellectuel, voire beaucoup trop. Parce que tout son humour, à force d'être trop surintellectualisé à chaque fois, rate pour moi son but et son coche. Ok, je vois. Sans compter tout ce qui se passe, que tous ces personnages sont téléportés. Ouais, mais ça, il y a quelque chose justement dans ce côté téléporté des personnages que je trouve intéressant, mais j'y viendrai après. Mais c'est plus un théâtre d'ombre où malheureusement c'est un film qui, contrairement à son personnage, est déjà mort une fois commencé, quoi. Ah, pas mal la punchline. Et donc voilà, est-ce que tu as fini de résumer ton avis ou... Oui, c'est fini. Ok, bah écoutez, moi, El Conde de Pablo Larraín, je trouve que c'est un film très intéressant. Voilà, que c'est un bon film. C'est pas son meilleur, on est quand même assez en dessous de Spencer. Mais en fait, je le trouve très intéressant parce que j'avais l'impression qu'avec Spencer, il était arrivé à une sorte de film somme où il arrivait au bout de ses thématiques. Voilà, il les avait déjà pas mal traitées. Là, il les traitait un peu de manière finale. Et donc, j'attendais le Condé parce que je me disais, ça va être un film où il va tenter plein de nouvelles choses, que ça soit visuellement ou en termes d'écriture. Et c'est le cas. Alors, par moments, il tente dans le vent, et c'est dommage, parce qu'il veut tellement tenter, qu'il ne peut pas tout aborder. Mais je trouve quand même qu'il arrive à, par exemple, toute la thématique de ce personnage principal qui souhaite mourir en quelque sorte, mais qui n'y arrive pas de par sa condition de vampire, puisque c'est un vampire. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça très bien traité, notamment avec le fait que à chaque fois que ce vampire doit se nourrir, bah normalement quand un vampire se nourrit au cinéma, c'est montré de manière assez jouissive pour lui, c'est vraiment quelque chose qui le revigore, qui le remet en vie. Et là, vu qu'on suit un personnage qui est dépressif, qui souhaite en finir, qui n'a plus, qui a l'impression qu'il a plus grand chose à raconter, plus grand chose à apporter au monde, parce que c'est un personnage, c'est un vampire, donc il est présent depuis quand même plusieurs siècles, il a vu beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, et du coup, à chaque fois qu'il souhaite se nourrir, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est montré de manière désagréable, crade, vraiment douloureuse, et je trouve ça vraiment ingénieux. Je trouve que c'est une bonne manière de traiter la fin de vie et le côté dépressif du personnage. Et du coup, est-ce que tu avais repéré ça et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as aimé, pas aimé? Ou est-ce que ça t'a fait ni chaud ni froid, tout simplement? Ben, je l'avais remarqué et c'est une assez bonne idée parce que niveau visuel et niveau sensoriel, El Condé réussit plutôt bien à ce qu'il veut faire transmettre. Ok. Il veut transmettre. Mais ça ne va pas assez loin, je trouve. Mais pourquoi ça va pas assez loin? Nous, on ne le montre pas assez. Toutes ces thématiques de l'alimentation au niveau gore, ben, il le perd. Il le perd pourquoi? Parce qu'il veut nous introduire un autre personnage en miroir, qui est le personnage du valet.
Et ça va complètement nous perdre. Moi, je suis paumé dans Al Condé parce que il y a cette dualité qui n'a pas lieu d'être au niveau de l'alimentation, de l'usurpation d'identité, etc. Où oui, c'est bien beau de nous montrer un personnage dépressif qui vraiment est rebuté par sa condition. Y aurait-il fallu mieux le traiter ou alors lui dédier son film? Bah moi, je suis pas d'accord. Je trouve quand même que je vais te reprendre notamment sur les scènes d'alimentation que tu trouves, du coup, si j'ai bien compris, pas très efficaces dans la façon dont c'est fait. Moi, je trouve quand même que ça l'est. Je trouve que justement, il y a un traitement du gore qui est intéressant. C'est pas un gore vraiment in your face et tout. C'est un gore qui va dans le détail de parties du corps humain, notamment avec ce qui se passe dans... Il y a un frigo dans le film, et dans ce frigo se trouvent des parties de corps humain. Et je trouve que c'est vraiment dans le détail du truc bien crasseux et tout. Donc c'est une façon de réfléchir le gore que je trouve intéressant. On n'est pas dans Saw, tu vois, on n'est pas dans des trucs vraiment in your face, dégueulasse pour être dégueulasse. Non, il y a quelque chose qui est vraiment raconté en plus de ce propos sur la dépression du personnage. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est bien beau de nous vouloir nous faire du crade, vraiment pas du gore in your face comme tu le dis, mais d'appuyer sur des petits détails qui font mal. Mais pourquoi pas l'assumer justement au lieu de nous mettre un beau noir et blanc à 24, vraiment, je cite Nosferatu parce que je suis trop intelligent, je suis trop cinéphile. Alors là, je vais dire un truc après dessus. Nosferatu, mais je vais pas te le citer de n'importe comment parce que désolé, mais El Condé, ça me fait lancer. Désolé tous pour cette comparaison, mais c'est la vidéo de Durandal sur Kubrick, quoi. Vraiment, il insère ce personnage moderne, vraiment, dans un univers de film. Alors moi, j'aime bien la vidéo de Durandal. Voilà, déjà. Et j'aime bien, justement, tu m'as lancé une belle perche. Je trouve ça très intéressant, ce noir et blanc, parce que j'ai eu continuellement l'impression, alors ça n'a pas été le cas, je pense, mais j'ai eu continuellement l'impression que ces personnages modernes, bon, qui ont traversé plusieurs siècles et qui sont vraiment modernes, donc, et qui font partie de l'histoire, j'avais toujours l'impression que on filmait donc les acteurs et les actrices avec une certaine caméra, on faisait un certain point sur eux, et tout ce qui était autour d'eux, le décor, était des rushs de vieux films qu'on avait pris et on avait incrusté les acteurs et les actrices dessus. C'est pas le cas, mais justement, je trouve ça d'autant plus fort. Je trouve qu'en termes de technique, le film est très propre, mais en plus de ça, ça raconte beaucoup de choses sur justement ces personnages qui ont traversé plusieurs époques, qui ont l'impression d'être modernes, mais qui au final ne le sont plus vraiment, et donc ils n'ont plus forcément leur place parmi ces grands décors qui sont d'ailleurs très bien iconisés. Également, il y a une grosse insistance. Il y avait déjà ça un petit peu sur Spencer, mais là encore plus sur le ciel, puisqu'on parle de vampires. Les vampires, ça vole. Il y a souvent des plans où le personnage va être au milieu du cadre, dans un grand décor. Le plan est vraiment large, mais il y a une grosse insistance avec la caméra, avec le jeu de la caméra sur le ciel, justement. Et le ciel, qu'est-ce que ça peut représenter? Également, ça peut représenter la mort. Et donc, je trouve que c'est vraiment bien traité et intelligent en termes de réalisation. Mais ce que j'y reproche surtout, c'est ce noir et blanc à 24 trop Instagrammable. Alors, je suis pas d'accord, c'est quand même... Il y a des noirs et blancs qui sont vraiment noir et blanc, Instagrammable, comme tu dis. Là, il y a vraiment une recherche du noir et blanc. Il y a un grain dans l'image qui est très fort. Il y a un autre réalisateur qui utilise aussi du gore parcimonie sur des points précis qui font mal. Et je vais te parler d'un autre film qui se passe dans un château, un autre film de fantôme. Mais Allez. Crimson Peak de Guillermo del Toro le fait en beaucoup mieux. Alors, Crimson Peak, moi j'adore ce film. J'écoute la musique en boucle actuellement. Mais Crimson Peak, je suis pas d'accord. Je trouve que en termes de gore, même si l'utilisation du gore est intéressante, captivante, forte et maligne dans Crimson Peak, elle est quand même plus in your face, je trouve, que dans El Condé. Parce que dans Crimson Peak, tu as vraiment des fantômes bien dégueulasses et tout, etc. etc. Là, c'est vraiment sur des parties du corps qui se trouvent à des endroits, dans des trucs où ça devrait pas vraiment se trouver, et du coup, ça te met mal à l'aise, etc. etc. Je te parlais d'un pic à glace dans l'œil. Je te parlais du pic à glace dans l'œil, vraiment. Ah, ok. D'accord. Le pic à glace dans l'œil, ça, c'est dans le labyrinthe de Pan.
Ah ça, je m'en fous, je vais le laisser parce que c'est super drôle. Ça, c'est super drôle. Putain, je confonds tous les Del Toro, mais... Non, mais par exemple, dans Crimson Peak, tu pouvais parler de la scène de la personne qui se fait exploser la bouille sur le lavabo. Mais ça aussi, c'est encore plus in your face que dans El Conde. Oui, effectivement. Donc j'ai détruit ton argumentation. Vas-y, à toi, vas-y, qu'est-ce que tu en veux, toi, GB? Ah, mais ça, je le laisse, parce que c'est quand même super drôle. Oh, merde. Non, mais par exemple, si je peux aller dans ton sens, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, là, le gore est plus proche de celui d'El Conde. Je pouvais le citer aussi, parce que Del Toro, c'est vraiment du gore sur des petits détails qui vont faire mal. Et d'ailleurs, Nightmare Alley possède une version noir et blanc que je n'ai pas vue, peut-être que tu l'as vue. Une fois, en salle. Et donc, je pense que tu préfères le noir et blanc. Beaucoup plus intéressante que le traitement du noir et blanc de El Conde, parce que Nightmare Alley est un film qui aurait dû être en noir et blanc. Bah, qu'il soit en noir et blanc ou en couleur, je pense que le film est très beau. Parce que tout comme Mad Max Fury Road, c'est un film qui a été réfléchi pour les deux versions. Voilà. Et d'ailleurs, Mad Max Fury Road Black and Chrome est une très très belle édition qu'on vous conseille. Ouais, d'accord. Mais vraiment, El Conde est arrivé sur Mad Max Fury Road. Ben, vive le cinéma, j'ai envie de dire. Bah oui, voilà, vive le cinéma, vive le bordel. Non, mais donc, voilà, moi, je vois ce que tu veux dire pour El Conde, mais le problème, c'est que c'est une question très subjective. Moi, je trouve vraiment que le grain et la texture du noir et blanc dans El Conde est très intéressante parce qu'elle est en totale adéquation avec ce que raconte le film dans son écriture. Mais toi, du coup, tu n'arrives pas à... En fait, je te sens du coup assez perdu, que ce soit pour le gore, pour le noir et blanc. Tu as l'impression que... Je pense qu'on peut pas dire quand même que El Conde, c'est un film qui tente rien, mais toi, tu as l'impression que tout ce qui tente, c'est dans le vent parce que c'est jamais en adéquation, en fait. Oui. Ben, je vais reprendre, du coup, citer une autre membre de cette émission. Je vais citer Nightmare, qui avait dit dans le débat sur Barbie qu'il n'y avait pas de mauvaises idées, mais que des mauvais traitements. Et ben, je suis parfaitement d'accord avec elle, du coup. Et je réutilise cet argumentaire sur les deux derniers Pablo Larraín. Donc. Ok. Mais du coup, on peut parler aussi de cette scène de danse. Il y a une scène de danse dans le film. Il y en a deux. Oui, il y en a deux, c'est vrai. Mais il y a une scène vraiment qui est... Moi, je parle de la scène de la danse envolée. Il y en a toujours deux. Oui, mais cette scène-là, c'est quand même la scène de danse du film. La scène de milieu de film ou de fin de film? Moi, je parle de la scène de la personne qui s'envole pour la première fois et qui danse dans les airs. Ok. Elle est d'une maestria splendide. Yes! Merci! C'est la meilleure scène du film parce qu'en plus, pour moi, elle résume tout le long métrage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui découvre des choses, des nouvelles choses, qui tente des choses, qui parfois se foirent, manque de se péter la gueule, mais qui continue à tenter et à apporter quelque chose qui est toujours intéressant. Donc c'est pour ça que moi j'adore cette scène, qui est parmi mes scènes préférées de l'année, parce qu'en plus, au-delà de ça, si on enlève toutes les thématiques qu'elle représente, c'est une scène qui est très poétique en fait. Ben, et qui, même en termes d'effets spéciaux, est très bonne. Si tu parles purement de forme, elle est magique, elle est tout ce que tu veux. Si tu parles de son inclusion dans le film, elle n'a rien à foutre. Ah, je suis pas d'accord. Bah, du coup, j'ai d'expliquer pourquoi, mais... le personnage en question, ici, est quasiment une représentation du spectateur qui va découvrir cet univers et tout. Mais elle n'a surtout pas à devenir vampire. Alors là, c'est un spoil. Bah du coup, on va le garder parce que voilà, mais on indiquera qu'il y aura des spoilers. On mettra un code spoiler dans le titre. Voilà, exactement. Mais moi, justement, je trouve ça intéressant le fait qu'elle devienne vampire parce que c'est quelque chose auquel tu t'attends pas. Alors effectivement, tu pourrais te dire, waouh, mais c'est super mal placé, ça n'a aucun sens. Mais je trouve que ça apporte un développement unique au personnage. Ça casse son développement actuel pour lui offrir un nouveau développement, et du coup, c'est quelque chose d'évolutif, et en plus de ça, je trouve que c'est sacrément tenu, tu vois. Donc, je trouve ça cool. Est-ce que par là, tu veux dire que si quelqu'un... Si tu ne payes pas tes impôts, est-ce que tu veux dire que... Est-ce que tu baiserais volontairement la contrôleuse fiscale? Non, c'est pas ça que je veux dire. Il est beaucoup plus jeune que toi. Non.
Non, je parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Alors attention, attention. Je parlais pas de ça. Je parlais pas de ce qui entoure le conte et ce personnage-là. Moi, je parle du fait qu'elle devient vampire. Mais on devient un vampire qu'en se faisant mordre par un autre vampire. Et la thématique du film de l'héritage par rapport aux enfants qui malheureusement n'héritent pas de ça Ouais. était déjà assez intéressante de par la tournure de film de procès que prend le film. Et on en arrive à cette transformation de ce personnage qui sort de nulle part, qui apporte un développement à la famille et qui finalement finit vampire et c'est pas expliqué. Et c'est juste si c'est extrêmement expliqué, mal c'est développé. parce que le comte considère que son héritière devrait être elle. Au lieu de sa famille qui sont là à vouloir gratter toute la thune, etc. etc. D'ailleurs, la famille, enfin les enfants, moi je trouve qu'ils sont quand même, pour le coup, c'est un point négatif, ils sont vraiment trop mis de côté pour le coup. Il y a un des enfants qui est intéressant parce qu'il est en duo avec le personnage, j'ai oublié son nom malheureusement, mais celle qui devient vampire. Mais le reste des enfants, je les trouve vraiment en second plan et pour le coup, ils apportent pas quelque chose de très intéressant. Je suis d'accord avec toi, mais je pense surtout à une des enfants qui arrive vraiment, littéralement, de les 30 dernières minutes du film et qui prend la fin. Tu parles pas plutôt de la mère? Margaret? Ouais. Non, C'est pas un comprends. enfant. C'est la mère. C'est la mère du personnage. Et d'ailleurs, là aussi, Andrew essaye de se souvenir des films qu'il a fini il y a 3 semaines. non mais là aussi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une thématique de mère-fils qui peut être intéressant, mais qui malheureusement n'est pas traitée jusqu'au bout, et c'est dommage. Et également. Malheureusement, la dernière réplique du film sort de nulle part. Alors, j'avoue que la dernière réplique du film, là, tu me poses une colle parce que je ne m'en souviens plus. Potentiellement mon plus gros facepalm de tout le film, parce que je trouvais que ça se concluait plutôt bien. La fin du film, Pablo Larraín décide d'emmerder son spectateur. Bah, j'avoue que je me souviens plus de la dernière réplique. La fin, en tout cas, la dernière séquence. Oui, ça, je m'en souviens, mais je trouve pas qu'il emmerde son spectateur. Ah, quand même. Un bon gros doigt d'honneur, hein, vraiment. Ça. Non, la dernière réplique du film, c'est du coup, vous êtes dans ce parti spoiler. Bah, de toute façon, la partie spoiler, elle a déjà commencé. Oui, hein. ce fondu complètement dégueulasse qui nous remène vers le monde d'aujourd'hui. Ouais. Qui est, il vaut mieux être riche dans un pays pauvre que pauvre dans un pays riche. Le gamin rentre à l'école et elle prend la parole et elle dit morale de l'histoire, si vous voulez des paroles, appelez un homme, si vous voulez des actes, appelez une femme. Non, moi je trouve que justement, non mais je trouve que maintenant je m'en souviens, je trouve que c'est que dans cette scène-là, il se fout de la gueule de ces personnages. Justement, il se fout de la gueule des riches. Il est pas en train de les encenser. Il les fait passer pour des gros débilos. Tu aurais pu, mais je comprends pas le message féministe de la fin. Alors qu'il est censé faire une critique de la bourgeoisie de ces personnages-là, qui donnerait potentiellement raison à Margaret. Je pense pas que le film soit un film à proprement parler féministe. Non, mais pour moi, il ne l'est pas. C'est pas un non, défaut. mais je pense pas qu'il est misogyne non plus. Je pense qu'il est juste neutre. Je ne parle pas de film misogyne ni rien. Je parle ce n'est pas le sujet du film. Bah, c'est vrai. Vouloir relier à la lutte homme-femme, je comprends pas du tout ce point de vue. Pour moi, il relie pas, tu vois. Pour moi, il se fout de la gueule de ces persos qui sont des persos qui cherchent encore à raconter des choses. Enfin non, qui justement, non, excusez-moi, qui n'ont plus grand-chose à raconter sur eux, sur leur époque, et qui à la fin se disent bah non, finalement, on va continuer. Mais sauf que vu qu'ils ont plus rien à raconter, c'est riche là, et ben on se fout de leur gueule, tu vois. Ok. Moi, je le vois comme ça plutôt. Après, je comprends aussi ton point de vue. Alors, je terminerai mon argumentaire par si vous voulez un film qui se fout de la gueule des riches, mais qui est bien, regardez Triangle of Sadness de Ruben Östlund. Eh ben lui, je l'ai pas vu, mais faut que je le voie. Mais je sais que tu aimes beaucoup, beaucoup. Et je sais que tu es l'un des seuls de mon entourage qui aime beaucoup, beaucoup.
Mais du coup, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de El Conde de Pablo Larraín. On espère que cette critique peut être un poil bordélique, mais c'est comme le film, on tente, parfois on se foire, mais on tente, c'est ça l'important. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé, diverti. Voilà. N'hésitez pas à nous faire votre retour en commentaire sur le film ou sur la critique. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. On tient un Twitter, un Instagram et également un site, la 7e Illusion, qui seront disponibles dans la description. N'hésitez pas à aller suivre l'actualité dessus. On poste très souvent des articles. D'ailleurs, je fais ma petite pub. J'ai posté mon premier article sur mes 3 coups de cœur du dernier festival de Deauville. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis en plus, c'est super bien écrit. C'est le mec genre qui saute au sus en mode ah, c'est trop bien ce que j'ai fait. Et puis maintenant, chose qui n'était pas prévue lorsque JB a écrit, un des films a trouvé un distributeur. Ah bah ça c'est trop bien. ARP diffusera La Roy. Ah, trop cool. Bah, en plus, c'est le Grand Prix du Festival de Deauville, mais en plus de ça, c'est mon Grand Prix personnellement. Voilà, je vous spoil mon article, c'est le film que j'ai préféré du Festival de Deauville. Mais donc voilà, bah écoutez, on va terminer cette vidéo ici. On espère que ça vous aura plu, et puis on vous dit à la prochaine sur le site, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, salut à tous. Et salut! Tchou!